Tempête et soleil. Fiesta, l'album de votre été. Contre la constipation Dans ce 19-20, voici les principaux titres. À 19h30, votre édition nationale reviendra sur cette collision entre deux trains en Suisse. La victime était un Français de 24 ans. La piste de l'erreur humaine est privilégiée. Une militaire a été incarcérée après avoir avoué être la mère de 2 nouveau-nés dont les cadavres ont été découverts sur le site de la base aérienne 705 à Tours. Dans l'actualité régionale, cette question, quelle solution pour lutter contre les déserts médicaux? Dans les quartiers nord de Marseille, des praticiens ont décidé de se regrouper dans des maisons médicales. C'est ce que nous verrons dans ce reportage. Les championnats du monde de natation à Barcelone après le bronze de Frédéric Bousquet sur 50 mètres papillon hier. On attend beaucoup de Camille Lacour sur 100 mètres d'eau. La finale, c'est dans un tout petit peu plus de 5 minutes. C'est peut-être le remède pour lutter contre les déserts médicaux, un mal qui touche les campagnes, mais aussi certains secteurs des grandes villes. À Marseille, dans les quartiers nord, plusieurs cabinets ont dû fermer leurs portes, faute de repreneurs. Des praticiens qui ont donc décidé de s'organiser en se regroupant au sein de maisons médicales. Exemple dans le quartier de Saint-Louis, dans le 15e arrondissement, avec ce reportage de Mathias Julien et Jolovette. Si on tient bien assis, on a ça y est depuis 2 jours, il est sur la chaise haute. Visite de contrôle pour le petit Elias. Pour l'ausculter, le docteur Husson. C'est elle qui a créé avec son mari la maison médicale de Saint-Louis. Un quartier qui, au fil des années, a vu plusieurs cabinets fermer leurs portes. La moyenne des médecins du quartier est aux alentours de 55 ans. Donc 55 à 65 ans, plusieurs sont partis à la retraite, ne sont pas remplacés. Certains trouvent le quartier un petit peu difficile, sont allés s'installer ailleurs. Et nous avons du mal à avoir de jeunes médecins qui prennent la relève. Il y a quand même une disparition des médecins, surtout des spécialistes. Maintenant, il faut faire, soit vous êtes obligé de vous déplacer au centre-ville, ou alors consulter sur l'hôpital. Et ça, c'est pas forcément évident. Face à cette désertification annoncée, Monique Husson accueille régulièrement des étudiants en médecine. Une façon de les inciter à travailler plus tard dans ces quartiers. Manon est en stage pour une période de 6 mois. En venant ici, elle a découvert une réalité loin des clichés. C'est rassurant parce que, voilà, avec toutes les stigmates des quartiers nord, moi je ne l'ai pas vraiment ressenti. Donc c'est vrai que ça peut changer l'opinion qu'on a en y étant. On voit vraiment ce que c'est. Je dirais que ça fait moins peur que ce qu'on entend. Installé au cœur du 15e arrondissement depuis près de 20 ans, cet espace dédié à la santé réunit généralistes et professions paramédicales. Un environnement séduisant pour les jeunes médecins qui ne souhaitent pas avoir leur propre cabinet. Je ne me serais pas installé seul, que ce soit ici ou dans un village. On ne peut plus exercer comme auparavant le vieux médecin de famille dans son cabinet seul avec sa patientèle. On est obligé d'exercer en groupe avec d'autres confrères pour assurer la permanence des soins et aussi la prise en charge plus globale des patients. Une nouvelle vision de la médecine de proximité. L'objectif désormais pour le docteur Husson, convaincre des médecins spécialistes de s'installer à nouveau dans le quartier. Toujours difficile de se baigner à Marseille à cause de la pollution liée aux forts orages qui se sont abattus dans la nuit de dimanche à lundi. 4 plages sont toujours interdites à la baignade. 5 sont de nouveau autorisées depuis le début d'après-midi. Des prélèvements sont en cours pour vérifier la qualité de l'eau. Et si vous voyez évidemment le drapeau violet flotter, il vous faudra donc trouver un autre endroit pour vous rafraîchir. Et avec le vent violent qui souffle, la vigilance est de mise sur le front des incendies, une surveillance qui concerne aussi les départements alpins. Cet après-midi, le dispositif de lutte contre les feux de forêt a été présenté sur l'aérodrome de Gap-Tallard, des moyens assurés majoritairement par des sapeurs-pompiers volontaires. Reportage d'Eliane Tourté et Michel Serran. Cet avion n'est pas un Canadair. C'est pourtant un des éléments du dispositif de lutte contre les feux de forêt. Cet été, il décollera tous les jours pour des observations de terrain. Les autorités des Hautes-Alpes ont pu aujourd'hui faire une reconnaissance aérienne. C'est le fait de découvrir aujourd'hui ce que fait de façon quotidienne cet avion qui, à la demande du service départemental d'incendie et de secours, survole notre département dans le but de prévenir tous les incendies qui peuvent se déclencher et de pouvoir les combattre le plus rapidement possible. De par son climat, le département des Hautes-Alpes est moins exposé aux incendies que certains départements de la région. La plupart des feux sont causés par la foudre ou par de simples imprudences. C'est vrai qu'on a bénéficié d'une météo clémente parce qu'il a beaucoup plu, donc nous avons un peu moins d'inquiétude, mais enfin il suffit d'un feu parte sur les résidus et ça peut être vite catastrophique. Donc malgré tout, il faut rester très vigilant. Les moyens de lutte contre les feux de forêt sont mis en œuvre par le SDIS.
le service départemental d'incendie et de secours. Un service qui, dans les Hautes-Alpes, obtient de très bons résultats. On en est fiers, surtout que c'est une activité qui s'appuie quasi exclusivement sur les pompiers volontaires, qui représentent 95% des effectifs, les professionnels étant majoritairement massés sur Gap et sur Briançon. On est plutôt content puisque le délai moyen d'arrivée sur zone dans les Hautes-Alpes est à 12 minutes, quand la moyenne nationale est à 13 minutes 30. L'année dernière, 70 hectares de forêt sont partis en fumée. La prudence reste de mise. Les soldes se sont achevés aujourd'hui dans la région après 5 semaines. Après un début d'été morose, les bonnes affaires ont été finalement au rendez-vous pour les clients, mais aussi pour les professionnels qui affichent donc des résultats en hausse par rapport à l'an dernier. À Marseille, le reportage de Virginie Danger et Sylvie Garat. Là, j'ai trouvé 2 t-shirts en manches courtes. Après, j'ai acheté une paire de bottines pour cet hiver, quelques pulls, un sac pour la rentrée scolaire, voilà. Je m'étais fixé entre 150 et 200 € pour les soldes. Avec un budget moyen de 91 € pour la beauté et 80 € pour le textile, cette année dans les Bouches-du-Rhône, les dépenses ont été plus élevées que la moyenne nationale. Ce n'était pourtant pas gagné. Avec un printemps et un début d'été très maussade, la saison semblait mal engagée pour les commerçants, mais l'avancée des soldes est tombée à point nommé. Les gens étaient quand même informés au minimum. Nous, on a quand même beaucoup communiqué au sein du magasin du fait de l'avancée des soldes. Du coup, les clients étaient au rendez-vous le premier jour. Le premier mercredi, on a quand même fait un record au sein de la société. Il faut savoir que Internet se cale sur les dates nationales, donc il est important pour les commerçants du département que la date soit la même pour tout le monde. Les règles sont les mêmes pour tout le monde et le top départ est pour tout le monde le même date. No. The only one in Tropéziane is Autre facteur, et pas des moindres, l'effet capitale européenne de la culture. À Marseille, cette année, on a quand même pas mal de touristes et voilà, ça laisse une atmosphère intéressante dans Marseille. Ça vit différemment, c'est sympa, on aime bien. Et s'il est encore trop tôt pour donner des résultats précis, les chiffres d'affaires des commerces du département sont pour la première fois en hausse depuis 2010. Et comme chaque soir, nous partons à Barcelone pour les mondiaux de natation. Après l'or en relais, les nageurs tricolores poursuivent leur moisson de médailles avec Frédéric Bousquet, le Marseillais qui a décroché le bronze hier sur 50 mètres papillon, et Yannick Agnel sur 200 mètres nage libre qui vient juste de réaliser un formidable exploit en s'imposant sur 200 mètres nage libre après son titre olympique. On retrouve tout de suite sur place Hugues Nicolas et Jean-Paul Bierlin. Bonjour, très grosse ambiance ici avec une très bonne nouvelle. Vous les voyez peut-être derrière moi. Yannick Agnel et les nageurs du 200 mètres nage libre sont encore dans le bassin. Et c'est le Niçois qui vient de décrocher l'or après une course très facile. Dwyer et Isotov complètent ce podium. C'est la deuxième médaille empochée ici par Yannick Agnel après le relais du 4x100 nage libre. C'était lundi dernier. On écoute tout de suite Yannick Agnel. Je me suis dit, fais ce que tu sais faire simplement. Essaie de réitérer ce que tu as pu nager à Londres et puis on verra bien. Prends du plaisir, éclate-toi. Il y a toute ma famille dans les gradins. Beaucoup de monde, vous le voyez sur la Rambla de Barcelone, du beau monde hier sur les plots de la finale du 50 mètres papillon avec notamment Florent Manodou et surtout Frédéric Bousquet qui a grimpé sur le podium. Résumé. Le 50 mètres papillon a fait voler le drapeau tricolore. Après 4 années passées sans médaille mondiale, Frédéric Bousquet remonte sur le podium, il décroche le bronze. Un poil de déception parce que le perfectionniste que je suis un petit peu quotidien souhaiterait que j'arrive à nager plus vite en finale que je l'ai fait en demi. Donc il y a cette légère insatisfaction et je me dis bon je passe à 10 centièmes du titre et c'est peut-être là mais bon, hier c'est pour tout le monde pareil quoi. Manodou décontracté, trop peut-être, Bousquet serein. Un sprint bouillonnant où les Brésiliens sont rois. Une course au taquet où les nageurs ne respirent qu'une seule fois. Le reste est une histoire de gros bras, ce petit jeu. Cielo décroche l'or. Manodou prend l'eau, 8e et dernier de sa finale, à 24 centièmes de Frédéric Bousquet. J'aurais aimé que ce soit lui qui gagne ou pour qu'il ait vraiment un titre mondial, parce qu'il le mérite au vu de sa carrière. Donc voilà, je suis quand même content, mais je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux malheureusement, mais c'est une finale mondiale sur du pape, c'est toujours compliqué.
Au championnat du monde de Barcelone en 2003, année de sa révélation, Frédéric Bousquet avait déjà décroché le bronze sur le relais 4x100. 10 ans plus tard, il double la mise pour ce qui pourrait être, à 32 ans, son dernier podium mondial. Une autre finale se joue ce soir, celle du 100 mètres d'eau avec Jérémy Stravius et Camille Lacour. Un duel franco-français très attendu sous le soleil de Barcelone. On pourrait parler d'un tandem de choc, d'un duo sacré. Une chose est sûre, ces deux-là ne se quittent plus depuis Shanghai en 2011, où ils ont empoché ex aequo la médaille d'or. On a tous les deux gagné notre sambo et c'est ça qui était beau, quoi. On n'a pas, enfin, c'était pas réfléchi, c'était impossible à réfléchir déjà. On nous a repérés aussi parce qu'on a fait ex aequo et on était de la même nation, donc même Michael Phelps nous avait félicité parce qu'ils avaient trouvé ça vraiment bien d'arriver vraiment ex aequo. Enfin, ça a marqué vraiment les championnats aussi. En demi-finale hier, ils nous ont refait le coup du suspense. Ils se sont qualifiés dans un mano à mano très serré avec seulement 19 centièmes d'écart à l'arrivée. Je ne dis pas que j'étais à 100%, donc j'ai encore de la réserve. Je pense que j'ai encore des points qui se sont améliorés cet après-midi, qui peuvent s'améliorer demain. Donc j'en ai déjà amélioré pas mal ce matin et je vais prendre plus de risques demain. Je fais un bon 75 premiers mètres, après je me laisse un peu aller, donc voilà, ça va être une course très serrée et ça va être chouette à voir et à faire. Face au champion olympique Matt Gravers, Camille et Jérémy font figure d'outsiders. Deux Français dos à dos qui seront côte à côte dans cette finale avec un objectif commun, monter sur le même podium. Ils sont brésiliens et font escale à Toulon pendant 5 jours. Tous sont élèves officiers en formation et vont donc pouvoir découvrir la culture locale du Var. Nathalie Demier et Pauline Guigou ont pu monter sur ce navire-école. Ce bateau est une école flottante pour officiers brésiliens. À bord, 333 hommes en escale à Toulon. Pas une femme. Leur présence est bien prévue, mais pas avant 5 ans. 5 mois et demi en mer, c'est la toute dernière étape de leur formation avant d'embarquer sur un vrai navire de guerre. Première leçon, ici l'espace est cher. Voici donc une cabine type pour 3. On vit ici. Là, il y a les armoires, les lits, des tiroirs. Et là, nous avons l'armoire de toilette. Aussi une table pour étudier. Cette chambre, c'est bien confortable. Deuxième leçon, apprendre les bases de la guerre sous-marine, anti-aérienne et électronique. Mais 8 heures de cours par jour, ça n'est pas suffisant. En complément, les élèves sont invités à s'imprégner de culture lors de leurs escales. Nous cherchons à nous arrêter dans des villes non seulement stratégiques, mais aussi historiquement intéressantes. Nous ne faisons pas escale à Toulon par hasard, ce n'est pas la première fois. C'est pour la richesse culturelle de la France et particulièrement du sud de la France. Ils viennent de traverser l'Atlantique pour la première fois. Leur bateau est désarmé et pourrait tout juste servir de navire-hôpital en cas de guerre. Jeudi, ils partiront pour la Grèce et finiront leur formation, escale culturelle comprise, juste avant Noël à Rio. Et nous partons maintenant à Avignon où le festival Off s'achève demain avec cette année une augmentation du nombre de cartes adhérents vendues. Plus de 52 000 ont trouvé en effet preneur cette année contre 47 000 l'année dernière. Le public qui a donc aussi pu voter sur Internet pour élire son spectacle préféré. Frédéric Poré et Olivier Ducrot-Renaudin ont rencontré la lauréate dans la catégorie cirque. Voici leur reportage. Le marathon de Yogan est récompensé. Après avoir joué 26 jours sans relâche, la gentille sorcière a reçu le prix du public du festival Off dans la rubrique cirque. 1, 2, 3, bravo, Éteignos. Le prix du public, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si le public est content, les enfants sont contents, forcément c'est que le spectacle marche. Je peux vous dire que c'est génial parce qu'on est toujours en train quand même de se remettre en cause quand on est artiste. Et c'est difficile pour nous d'être certaine effectivement que ça marche. Voilà, parce qu'on ne sait pas comment c'est perçu. Le bouche à oreille a bien fonctionné pour ce spectacle de magie. Depuis le début du Off, la comédienne a dû tracter tous les jours dans les rues d'Avignon pour se faire connaître. Il aime beaucoup la magie et en regardant différentes affiches, celui-là me paraissait très intéressant, interactif. Et puis j'ai rencontré Yogan dans la rue
Et puis ils ont un peu rigolé ensemble et elle nous a un peu parlé de son spectacle et ça m'a paru très bien. En fait, j'ai discuté longuement avec elle et je me suis dit il faut que j'emmène mon fils et ma petite nièce. Donc voilà, donc j'ai attendu d'être en vacances et nous y voici. Le Palace et ses 39 spectacles programmés dans 5 salles a enregistré une fréquentation égale à celle de l'an dernier, mais avec 3 jours d'ouverture supplémentaires. On fait quand même 80 000 entrées sur le festival, donc on est porté par ce public populaire et on n'a pas l'intention de changer notre programmation. Ce que je conseille aux productions, aux compagnies, c'est de venir avec des spectacles nouveaux parce qu'on a constaté que cette année, le public demandait de la nouveauté. Après le Festival d'Avignon, les compagnies entament généralement leur tournée. Yogan ne déroge pas à la règle. Elle se produira en septembre prochain dans un théâtre parisien de plus de 200 places. Voilà, et on revient sur les championnats du monde de natation à Barcelone avec le 100 mètres d'eau qui vient juste de se terminer avec l'autre nageur marseillais que la France attendait aujourd'hui, bien sûr. C'est Camille Lacour, engagé sur la finale de ce 100 mètres d'eau. Lui qui était détenteur du titre et qui avait complètement loupé ces Jeux Olympiques il y a un an. Ce titre de champion du monde, il l'avait partagé, je vous le rappelle, en 2011 à Shanghai avec Jérémy Stravius. Et les deux hommes qui se sont retrouvés il y a donc quelques minutes dans le bassin de Barcelone, ligne 2 et ligne 3. On ne voit pas les images, mais je peux vous dire que Jérémy Stravius a terminé 3e de cette course et Camille Lacour, c'est lui classé 5e. Les deux hommes qui avaient face à eux, notamment l'Américain Matt Grivers, champion olympique en titre. Matt Grivers qui avait été très impressionnant en demi-finale et qui s'est donc imposé devant Jérémy Stravius qui enlève la 3e place. Les images c'était très très court, mais sachez que Camille Lacour, donc le Marseillais, a terminé à la 5e place de cette finale du 100 mètres d'eau. Et voici les images avec la fin de la course justement. Nous en reparlerons bien sûr dans notre édition de demain à 12h. Une dernière information qui intéressera les sportifs des Hautes-Alpes. Sachez que le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Bruno Bini, a été remplacé par Philippe Bergerot à la tête de l'équipe de France féminine de football. L'annonce a été faite ce mardi par Noël Le Graët, une décision qui a été prise, je cite, à l'unanimité du comité exécutif, a indiqué le président de la Fédération française de football. Une dernière information également, toujours dans les Hautes-Alpes, avec un accident meurtrier. Un homme de 35 ans est décédé dans un accident de parapente biplace suite à un problème technique. Le drame a eu lieu peu après 12h30, environ 1600 mètres d'altitude, près de Val-Louise, dans le massif des Écrins. L'info continue sur France 3 demain.